Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la compétence 2 du cours d'histoire. Critique de pertinence, les trois étapes. Première étape, identification du contexte historique, quand, où et quoi de la problématique. Deuxième étape, identification du contexte historique, quand, où et quoi du contenu du document. Troisième étape, confronter les réponses des deux contextes historiques, feu vert, feu rouge. En conclusion, déterminer et justifier la prétence d'un document. Voilà, ça c'est pour la partie théorie. Là, on va faire la partie pratique. Donc ici, je vais lire. Depuis la conquête d'Alexandre le Grand, au IVe siècle avant Jésus-Christ, les Européens regardaient et fantasment vers le Proche-Orient et l'Asie, vus comme riches, mystérieuses et fantastiques. Des marchands, diplomates, explorateurs partent à l'aventure au Moyen-Âge, entre le XIIIe et le XVe siècle. Que connaissent-ils des terres et populations asiatiques? Là, j'ai une chose à vous dire. Le quoi, c'est 90% du cas, c'est la question elle-même. Donc, que connaissent les Européens de l'Asie entre le XIIIe et le XVe siècle? Maintenant, nous allons faire le quand. Le quand, dans ce document-là, on a la chance, c'est dedans la question aussi, directement. XIIIe, XVe siècle. Le où, on le devine, regardez. Population asiatique. Asiatique, ça vient d'où? D'Asie. On va faire ce document-là ensemble. Merveille de l'île de Shimpingu, Japon. Shimpingu est une île qui est dans la haute mer, au Levant, éloignée de la terre ferme de 1500 milles. C'est une île très grandissime, les habitants sont blancs et de belles manières, ils sont idolâtres et se gouvernent eux-mêmes. Et vous disent qu'ils ont tant d'or que c'est sans fin, car ils le trouvent dans leur île. Peu de marchands s'y rendent parce que c'est trop loin de la terre ferme. Et c'est pour cette raison que l'or y abonde. Outre mesure, et vous compterez une grande merveille du palais du Seigneur de cette île. Sachez qu'il y a un grand palais qui est tout couvert d'or fin, comme nos hélices sont couvertes de plomb. Ce qui vaut tant qu'à peine le pourrait compter. Et encore, tous les pavements du palais et des chambres sont toutes d'or en dalles épaisses de 2 doigts. Les fenêtres sont aussi d'or fin, de sorte que ce palais est si démesurément riche qu'on ne peut y croire. Alors, le où, on peut directement le deviner. Regardez, Shimpingu, entre parenthèses, Japon. Shimpingu est l'actuel Japon, ça veut dire. Le quand, on peut aussi le trouver très facilement parce que regardez. Monsieur Polo, virgule, le livre des merveilles, virgule, 1298. En fait, ça, c'est l'auteur, le nom, le titre du livre et l'année de sortie du livre. Faites pas attention à ici, là. Voilà. C'est édité par... voilà. Non. En plus, c'est irréaliste. 1945. Voilà. Donc, tout est conforme pour l'instant. Tout est conforme, c'est bien. Et en fait, tout ce document, il nous parle de quoi? D'une île en Asie et d'un peuple riche, idolâtre, blanc, de belle manière et qui se gouvernent eux-mêmes. C'est clairement une description de personnes. Du coup, ça rentre dans nos projets, ça rentre dans nos plans. Le quand est validé. Le où est validé, parce que le Japon c'est en Asie. Et le quoi, présentation du peuple et de l'île de Shimpingu. Voilà. On parle d'un peuple, tout ça. Du coup, là, on se retrouve avec quoi? 3 feux verts. Le document est pertinent. Car il a 3 feux verts. Le document est pertinent, entre parenthèses, 3 feux verts. Ça, c'est d'automatisme. Vous devez obliger mettre cette phrase-là. Sinon, c'est pas bon. Enfin, sinon, vous allez casser la tête là. Non, imaginons le document. Il y a le quand qui ne passe pas. Ben alors, en conclusion, vous écrivez.
Déjà d'abord, quand vous trouvez une seule chose qui passe pas, dans le quand, où et quoi, vous vous arrêtez. Oui, en conclusion, document non pertinent, le entre guillemets quand ne correspond pas à la problématique. Voilà, ça nous a pris pas très beaucoup de temps. J'espère que vous avez compris. Alors ici, je l'ai déjà fait, je vais quand même le lire avec vous. La seconde moitié du XVIe siècle voit la France se déchirer pour des raisons religieuses entre protestants dits huguenots et catholiques. Le 24 août 1572, jour de la Saint-Barthélemy, marque l'histoire de France et de la chrétienté. Plus ou moins 3000 personnes sont massacrées à Paris. Point. Qui sont les victimes? Qui sont les bourreaux? Et pour quelles raisons le massacre a-t-il eu lieu? Alors, le camp, c'est le jour du massacre de la Saint-Barthélemy. Du coup, le 24 août 1572, c'est la seule date, de toute façon, à part ça, c'est la seule date. Le quoi, comme je vous le dis, 90% des cas, c'est la question, oui. Donc, qui sont les victimes, qui sont les bourreaux, et pour quelles raisons ce massacre a-t-il lieu? Le où, c'est en France, mais plus précisément à Paris. Voilà. Du coup, j'ai sélectionné un document. Du coup, on va le lire ensemble, entre parenthèses. Paris, 24 août 1572. Ils sonnèrent la cloche pour donner aux papistes, alliés du pape, dont les catholiques, donc les catholiques, le signal du massacre. Alors le duc de Guise se précipita dans la chambre de l'amiral de Coligny. Celui-ci le supplia d'épargner les jours d'un vieillard impitoyable. Ils le criblèrent de blessures, puis le duc de Guise le fit jeter par la fenêtre. D'après une rumeur assez digne de créance, la tête fut expédiée à Rome, on pendit le cadavre par les pieds au grand gibet. Mais dès la nuit suivante, des partisans reliés inconnus l'enlevèrent par les rues. Une bande succédait à l'autre sans interruption. Les femmes avec leurs enfants, dont elles ne voulaient pas se séparer, étaient traînées vers la Seine, percées de coups, jetées dans le fleuve en si grand nombre que le fleuve se teignit en rouge. Alors, le camp, c'est quoi? 24 août 1572. C'est, ben voilà, on a trouvé. En fait, ça c'est pour dire quand ça se passe et où ça se passe. C'est pas grave. Là, on a eu de la chance. Le où, c'est à Paris. Voilà, Paris. Et le quoi, je vais vous le remontrer. Peut-être oublié. Qui sont les victimes? Qui sont les bourreaux? Et pour quelles raisons? Alors, le bourreau, on peut dire que c'est le duc de Guise, qui a exécuté froidement l'amiral de Coligny, et toutes les femmes et les enfants qui ont été jetés dans la Seine, vous voyez. Et tous ses partisans, bien sûr, au duc de Guise. Pour quelles raisons a été fait ça, je ne pense pas qu'il est mis dans le document. Qui sont les victimes? L'amiral de Coligny. Et il n'est pas dit dans le document, mais ce sont les protestants qui se sont fait tuer. Voilà. Du coup, ce document est pertinent. On a tout réussi à trouver. Voilà. Là maintenant, je vous ai trouvé un document non pertinent. On va faire ça ensemble. Depuis 1880, chaque année, les Français célèbrent la prise de la prison parisienne de la Bastille. Du 14 juillet 1789, par les révolutionnaires. Comme fête nationale, cette date est généralement retenue par les historiens pour marquer le début de la Révolution, qui provoquera la chute de Louis XVI et de l'Ancien Régime. Pourquoi les Parisiens se sont-ils emparés de la Bastille?
comment s'est déroulée cette prise? Alors, comme je l'ai dit, dans 90% des cas, le quoi, c'est la question. Voilà. Pourquoi et comment s'est déroulée la prise? Enfin, pourquoi les Parisiens se sont emparés de la Bastille, principalement. Le quand, c'est le 14 juillet. C'est à cette date-là que la Bastille a été prise. Et regardez là, prise de la Bastille. Le où, c'est la prison parisienne de la Bastille. Voilà. Donc, Paris, France, 14 juillet 1789. Et pourquoi les Parisiens se sont emparés de la Bastille et comment s'est déroulée cette prise? J'ai pris un document non pertinent, juste pour... voilà. Du coup, nous allons lire le document. On s'est beaucoup interrogé sur la signification du coup d'état du 18 Brumaire en an 9 novembre 1799. Pour l'historien républicain, ce coup d'état marque la fin de la Révolution. Mais le sacre n'est-il pas lui-même, au début de ses fastes religieux, une cérémonie révolutionnaire? On oublie le serment que prête Napoléon à la fin. Je jure de faire respecter l'égalité des droits, la liberté politique et civile, l'irrévocabilité des ventes des biens nationaux, ainsi les deux conquêtes essentielles de la Révolution, destruction de la féodalité, ancien régime, et des privilèges d'un côté. La vente des biens nationaux, biens confisqués à l'Église et revendus au profit de la nation, au profit de la bourgeoisie et des paysans aisés. De l'autre, sont garantis par le nouveau régime. Napoléon ne peut mieux montrer qu'il est le rempart de ses conquêtes. Un rempart plus solide que celui du Directoire, l'Empire, une dictature de salut public habillée en monarchie pour impressionner l'Europe et assurer la stabilité intérieure. Du coup, on va essayer de trouver la date. 9, attendez, là je bug là. 9 novembre 1799. Waouh. Et nous, on avait besoin de quoi? 14 juillet 1789. Donc là, ça correspond pas du tout. On peut même s'arrêter là maintenant. Mais ouais, en fait, on peut s'arrêter là directement maintenant, hein, et mettre, comme tantôt on a vu, document non pertinent. Le quand ne correspond pas à la problématique. On peut mettre ça directement. Et c'est ciao. On n'est pas obligé de continuer. Mais moi, je vais quand même continuer. Donc, ouais, on nous parle de l'ancien régime. L'ancien régime, c'était en France. On nous parle de Napoléon. Napoléon, quand on dit Napoléon, on pense à quoi? À la France, voilà. Tout ça c'est bien, mais le camp n'a pas marché, donc c'est ciao, c'est fini. Et oui, on parle de, de pourquoi les Parisiens se sont emparés de la Bastille et tout ça. Enfin, pourquoi? Mais en fait, le camp ne marche pas, donc en fait, on s'arrête. Le document n'est pas pertinent. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous expliquer comment ça marchait et comment faire. Je vous dis à la prochaine et s'il vous plaît, mettez la cloche parce que peut-être qu'il y aura d'autres vidéos d'histoire. Par exemple, la partie 2 de cette vidéo qui parlera cette fois-ci de la critique de fiabilité. Je vous dis à la prochaine.